Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 20 novembre 2019. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très important et qui est lié aux capsules que nous faisons sur Rudolf Steiner actuellement, sur les origines de l'humanité, de l'homme surtout. Qui est-il? Que fait-il? Et surtout, d'où vient-il? C'est cette question, cette éternelle question auquel on a rarement de réponse. Ah, voilà notre louloute nationale. Oui, allô? Oui, Oui? au revoir. Au revoir. Nous sommes en direct, Madame Louloute. T'as commencé. C'est vrai Non. que tu m'as appelé plusieurs fois et puis j'étais occupée. Je... Ah bon alors, Non, excuse-moi. non. Je viens de commencer. Ok, Ok. je t'entends pas trop bien. Je disais, je viens de commencer. Ah bah c'est super, c'est bien. Elle a les esgourdes à sabler, hein? C'est pas possible, ça. Ah bah c'est super si tu viens de commencer. D'accord. Donc, je reprends. Au revoir. Au revoir. Donc je reprends. Nous nous posons souvent la question de ce que nous sommes. Et le problème, c'est que nous n'avons absolument aucune référence sur ce que nous sommes. C'est quelque chose d'assez complexe. On nous a bercés d'histoires, d'aventures, de liturgie. On nous a fait croire à quelque chose d'officiel. Ce qui fait que aujourd'hui, on va penser qu'on a été créé à partir de la glèbe et que la première femme est sortie de notre côte. Donc c'est pas un plat de côte. Bref, passons. Tais-toi, Lolotte, ne rigole pas. Donc toutes ces pseudo-vérités sont des affirmations qui nous ont été inculquées, auxquelles nous devons croire inévitablement, puisque nous n'avons aucun accès à une autre forme de savoir. Rudolf Steiner, dans les conférences sur l'Égypte et les mystères égyptiens, nous a parlé de ce qu'étaient les Atlantes, nos ancêtres, sur ce qu'ils étaient physiquement, rien à voir avec la forme humaine que nous avons aujourd'hui, en fonction de quoi nous devons comprendre que nous sommes issus d'un processus originel qui a mis des milliards d'années d'évolution, mais pas de l'évolution dont nous parle la théorie, parce que Darwin n'a parlé que de théorie dans sa théorie de l'évolutionnisme selon lequel l'homme descendrait du singe. Mais nous y reviendrons au cours de cette conférence. Ce que nous devons comprendre avant tout, c'est que nous ne sommes pas ce que nous apparaissons être. Nous sommes quelque chose de complètement différent, à tel point que le génie génétique aujourd'hui s'acharne à vouloir nous clouer sur place, détruire notre cerveau pour que nous n'appartenions plus à ce que nous appartenons en règle générale. C'est-à-dire que nous sommes des âmes vagabondes et nous sommes immortels par principe, mais nous intégrons des corps humains pour mener une mission sur cette planète, sur cette Terre. Pour ceux qui aiment le cinéma ou qui l'apprécient, je vous encourage à regarder un film de 2003, me semble-t-il, ou 2013, je ne sais plus, qui s'appelle en français Les âmes vagabondes ou Âmes vagabondes, tiré d'un roman de science-fiction, et qui est certainement ce qu'il y a de plus proche de ce qu'a décrit Rudolf Steiner sur nos origines
Alors évidemment, il ne faut pas voir ce film au premier degré, il faut le voir au deuxième, troisième degré, et pour les personnes formidables, parce que pour moi il n'y a pas d'autre mot, les personnes formidables qui ont suivi ce cycle de conférences, qui n'est pas fini, hein, nous en avons encore hein, pour un petit moment, eh bien, je pense que ça leur permettra de matérialiser spirituellement ou physiquement dans l'esprit, ça leur permettra de matérialiser ce que nous sommes en réalité. Alors nous allons commencer. La grande histoire n'est qu'un mensonge. Ça, c'est le titre de cette conférence. On va commencer par une citation. À cette époque, une fête était un merveilleux spectacle que de royales richesses ou la puissance d'un seigneur pouvait seul ordonner. C'est tiré de l'élixir de longue vie d'Honoré de Balzac. Vous connaissez mon goût pour la littérature, eh bien, dès que j'en ai l'occasion, eh bien, j'en profite. N'oubliez pas que nous avons de très très grands auteurs en France, français, mais il y en a dans tous les pays, hein, il y a des grands esprits dans tous les pays. Mais comme nous sommes français, peut-être que nous devrions réapprendre à nous intéresser à des auteurs comme Balzac, Zola, tous ces écrivains du XIXe siècle. Donc Zola, c'est plutôt la fin du XIXe, Balzac, c'est début-milieu. Donc c'est quand même encore un homme issu des Lumières, si l'on peut dire. Mais néanmoins, un grand esprit, et je vous encourage à reprendre la lecture de certaines de ses nouvelles, évidemment pas toute son œuvre parce qu'elle est immense, mais pourquoi pas. Comme celle de Zola, hein, avec les Rougon-Macquart, c'est pareil. Donc, nous devrions être capables de nous interroger sur les fondements mêmes de notre histoire. Notre histoire, c'est l'histoire telle qu'elle est enseignée, mais où elle devrait être enseignée. Comment nous est-elle racontée et surtout, qui nous la raconte? Tout ce qui nous a été dit sur notre histoire, ou presque, correspond à un schéma structurel qui convient à notre intégration intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia? Bien, c'est très simple, ça veut dire qu'on nous apprend l'histoire pour que nous puissions la comprendre. C'est-à-dire que nous ne serions pas assez intelligents pour comprendre les faits historiques, alors on nous les raconte d'une façon à ce que notre esprit, si fatigué, puisse la comprendre. Et si on décide de nous la raconter parce que notre esprit n'est pas assez puissant pour la comprendre, ça veut donc dire que on transforme cette histoire, par principe. L'histoire racontée à nos parents et à nos grands-parents était encore différente de la nôtre. Serait-ce une volonté profonde de manipulation de l'information? Parce que c'est la même chose. Et pourtant, l'histoire qui nous est racontée aujourd'hui devrait être la même qu'hier, aujourd'hui et demain. Car l'histoire est immuable, certes, mais pas celle des hommes. Elle semble changer, l'histoire. Elle est comme un sable mouvant, l'histoire. J'ai eu la chance d'être élevé par un homme qui avait fait l'histoire dans un autre pays. Et donc j'ai grandi avec sa version à lui de l'histoire, puisqu'il l'avait vécue. Et je me rendais compte, en étant adulte, que cette histoire n'était pas du tout racontée de la même façon dans les cercles officiels. Et ça m'avait frappé très tôt. Ce qui nous pousse à conclure que tout ce qui nous a été raconté n'est qu'un mensonge. C'est un mensonge qui est fait pour nous détacher de nous-mêmes et de la réalité, pour nous plonger dans une réalité de convenance qui satisfait à ceux qui l'écrivent. Alors pourquoi nous mentons en permanence? Je crois que je vais fermer je vais baisser encore ce volet parce que le soleil est très fort là. La chance. Excusez-moi. Est-ce que ça change quelque chose? Rien du tout. Alors il faut le fermer complètement. Il faut le fermer complètement.
Et voilà. Et maintenant, on est dans le noir. On est dans le noir, mais peut-être que c'est un peu mieux. Voilà. Est-ce que... Dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. On va refaire des petits réglages pour qu'elle puisse faire le point correctement. Ah, je suis désolé. Voilà, la technique. Donc, les historiens parlent de l'histoire, mais qui forme les historiens? Les médecins servent l'empire pharmaceutique, et qui les forme? Ce même empire. Tout est fait pour servir en fait un Dieu unique, le Dieu profit, dont la perversion est telle qu'il parvient à façonner les cerveaux à son image. Je fais un petit réglage encore. Voilà. Comment en sommes-nous arrivés à ce point? Que savons-nous? D'où tenons-nous nos savoirs? Est-on certain de savoir ce que nous savons? Il y a des choses que nous ne savons pas, que nous n'expliquons pas par les savoirs établis, mais que nous savons. Comment cela se fait-il? Évidemment, nous avons toujours ces mêmes malveillants qui nous disent « Vous avez des preuves de ce que vous avancez ?» Mais quelles preuves? Si ce sont les preuves des mêmes qui fabriquent l'histoire, alors non, nous n'avons pas de preuves. Mais certains médiums, par exemple, possèdent des savoirs qu'ils n'ont jamais appris, qui leur ont été inculqués d'une façon inexplicable par la logique cartésienne. Dans le fond, que savons-nous vraiment de la Seconde Guerre mondiale et des nazis? Peu de choses en vérité. Et personne ne souhaite admettre que les nazis ont bénéficié d'un appui technologique venu d'ailleurs. Un appui technologique qui a assuré la supériorité d'Hitler sur le monde. Réalise-t-on qu'il a fallu les plus grandes armées du monde pour le vaincre? Encore n'a-t-il jamais été vaincu? C'est la question que nous devons nous poser. Si les Allemands ont capitulé, les nazis, eux, n'ont jamais rendu les armes. Joseph Goebbels, ministre de la propagande nazie, disait « Si vous répétez souvent un mensonge, les gens vont finir par le croire, et vous viendrez à le croire vous-même. » N'est-ce pas le principe même de la propagande politique et de celle de la France en marche aujourd'hui, de s'acharner à mentir et à répéter les mensonges à travers les journalistes pour troubler à ce point le peuple qu'il finit par les croire, ces mensonges? Nous avons un président qui était ministre socialiste, très mauvais ministre au demeurant, incapable, comme il l'est aujourd'hui, et qui, en fait, reprend les slogans de la France en marche, qui est la France de la collaboration, la France pétiniste, antisémite, raciste, collaborationniste, avec le régime nazi, donc d'extrême droite. En fait, nous avons un président d'extrême droite qui se fait passer pour un président centriste et presque gauchiste. C'est cela qu'il faut comprendre. Et tous les politiques qui s'allient à ce sinistre personnage sont des personnages qui sont issus de l'extrême droite. Et ce combat naïf qu'ils sont en train de dresser contre Macron ou Marine Le Pen, par exemple, est une façade absolue, puisque les deux se valent. Ils sont identiques. Ils auraient fait exactement la même chose. Sauf que donner le pouvoir à Marine Le Pen aujourd'hui, qui agirait comme Emmanuel Macron, eh bien, ce serait honteux, ce serait des fascistes, ce serait des salauds, des ordures, ou tous les mots adjectifs que vous voulez. Mais on a donné, enfin, il a pris le pouvoir, pour moi c'est un coup d'État, ça le restera toujours dans l'histoire, dans la vraie histoire. Eh bien, on a donné le pouvoir à ce petit homme, comme tous les petits hommes incapables et frustrés et pleins de haine, qui applique une politique d'extrême droite contre le peuple français, qui s'attendait à autre chose. Je vous rappellerai une autre citation d'un petit homme, également en taille, grand criminel de guerre et de l'humanité, qui s'appelait Napoléon Bonaparte, et qui disait « L'histoire est un mensonge que personne ne conteste. » Et oui, puisque l'histoire est imposée, telle qu'elle nous est imposée, elle ne peut donc pas être contestée.
on ne peut imaginer un instant que les tyrans agissaient pour eux-mêmes. Alors pour qui agissaient-ils? Pour qui commettaient-ils tous leurs crimes? Une entité supérieure qui les a protégés pour leur permettre d'acquérir le pouvoir avec la volonté du peuple. Une organisation complète de micro-événements ont permis à ces assassins en bande organisée de devenir les plus grands leaders de l'espèce humaine. Cela a-t-il vraiment changé depuis Rome, par exemple? Les sénateurs, à l'époque romaine, donc à l'époque antique, organisaient les jeux du cirque sur leurs deniers propres et offraient à la fois du pain et des jeux gratuitement à la foule pour la contenir et obtenir des votes favorables aux prochaines élections sénatoriales pour leur permettre de rester au pouvoir. En clair, ils achetaient des spectacles de gladiateurs comme à des montreurs d'ours, à des montreurs de gladiateurs, qui venaient à Rome ou ailleurs, parce qu'il y avait des colisées, il y en a eu partout. Et au milieu des combats qui excitaient la ferveur de la populace, eh bien, on distribuait du pain, dont du pain et des jeux. Comme ça, le peuple pouvait se nourrir gratuitement et bénéficier d'un spectacle tout aussi gratuit, en échange de quoi on leur rappelait bien que les jeux avaient été offerts par le sénateur Aurelius, je ne sais pas quoi, comme vous voudrez, et peu importe son nom. Et ensuite, eh bien, quand celui-là serait passé dans les rues de Rome, il leur rappellerait, vous souvenez-vous, les spectacles que je vous ai offerts, et le pain, j'ai nourri ta femme, j'ai nourri ton enfant, j'ai nourri ta mère et ton père. Et donc, en échange, oui, puisque sénateur, tu as nourri mon père et ma mère et ma sœur, eh bien, je vais te donner ton vote. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. C'était très simple. L'homme n'a pas changé, il est toujours aussi manipulable. Alors que font les hommes politiques aujourd'hui? Exactement la même chose. Ils font des manifestations, le pouvoir organise évidemment des activités sportives internationales, ils font des matchs de foot, des matchs de Coupe d'Europe, ils font des matchs de Coupe du Monde, ils organisent le mondial avec une organisation mafieuse, et tout cela, pourquoi? Pour calmer la populace et pour s'enrichir à milliards. Parce que tout cela, c'est de l'argent. Ça rapporte inévitablement de l'argent. Alors, ça relance également un sentiment patriotique, peut-être moins en France, à cause de certaines communautés qui refusent le patriotisme français, mais ils ne sont ni l'un ni l'autre, donc ils sont un peu perdus, ce qui est dommage. Mais surtout, ça fait oublier le rôle que chacun doit mener dans la société, c'est-à-dire travailler et obéir pour survivre. Et oui, si tu travailles pas, tu deviens SDF et tu crèves dehors. Malgré les promesses de ce président fantoche qui a dit que moi, président, plus personne ne dormirait dehors. Et il y a près de 700 enfants qui dorment dehors tous les jours. Et je ne parle que des enfants. Donc nous avons le premier, si vous voulez, président menteur qui se déclare menteur et qui n'a pas honte de mentir. C'est cela qui est extraordinaire avec cet homme, c'est qu'il ment effrontément, mais effrontément. Il passe son temps à mentir pour calmer les gens et il ne tient jamais la moindre de ses promesses. Ou quand il tient ses promesses, vous pouvez être certain que derrière, il prépare un mauvais coup. C'est le truand parfait. Parfait. Les autres aussi, mais ils étaient un tout petit peu plus polissés. Je ne suis pas absolument persuadé, personnellement, que la fonction de l'homme soit de travailler et d'obéir pour survivre. Je ne crois pas du tout à cela. Je crois que l'homme est plus grand qu'on le croit ou qu'on l'imagine, et que sa fonction n'est pas de subir, mais de s'élever, de grandir et de rejoindre les étoiles d'où il est originaire. Je crois que l'homme doit travailler, certes, mais en commun. Je crois qu'il doit travailler pour une mission qui est grandiose, comme celle d'améliorer la terre, comme celle d'améliorer le quotidien de chaque homme et de chaque femme et de chaque enfant, comme celle de faire grandir l'espèce humaine vers un absolu et non pas vers son déclin, comme c'est le cas à présent. Oserais-je vous rappeler que
une citation qui ne vient pas de moi. Sur Terre, il y a 7,5 milliards d'êtres dits humains, mais en réalité, il n'y a sur ces 7,5 milliards que 3 milliards d'êtres humains. Ce qui explique le décalage qui existe entre les bienveillants et toutes ces personnes qui écoutent les capsules sur Steiner et qui sont en train de s'éveiller et découvrir énormément de choses sur elles-mêmes et sur le monde alentour, et qui s'interrogent en se disant mais comment se fait-il que, oui, comment se fait-il que, sachez que il y a les bienveillants qui sont des êtres humains, et il y a d'autres êtres qui ne sont pas humains mais qui en ont l'apparence et qui sont foncièrement malveillants et qui sont des démons, des êtres démoniaques, et qui servent des êtres démoniaques. C'est ça la différence. On est véritablement dans une lutte du bien contre le mal. Le bien étant l'humanité, quand on voit ces merveilleuses choses que les humains ont réalisées, et le mal s'est infiltré dans cette humanité sous des formes humaines pour devenir des monstres qui nous pourrissent la vie aujourd'hui et qui mettent en place les lois et qui assassinent les gilets jaunes, mais nous y viendrons. Je parlais tout à l'heure de l'avance technologique des nazis, mais nous pourrions parler de la nôtre aujourd'hui. Nous avançons beaucoup moins rapidement que depuis l'après-guerre jusqu'à l'an 2000. Effectivement, souvenez-vous, dans les années 63-68, il fallait un studio de 80 à 100 mètres carrés, enfin un studio, une surface de 80 à 100 mètres carrés pour faire des calculs, pour aller soit sur la Lune ou prétendument dans l'espace, enfin bref, faire un voyage spatial. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça tient dans une calculette. Ça tient dans un simple téléphone portable. C'est tout. C'est une telle puissance de calcul avec des puces extrêmement rapides, et il en aura de plus en plus, qui est miniaturisée à l'intérieur de ces produits, ce qui est absolument inconcevable. Nous sommes passés d'une salle d'ordinateurs, pleine d'ordinateurs de 2,50 m de haut, avec 80 cm de profondeur, enfin je ne sais quoi, des câbles à n'en plus finir, à ces petites machines extraordinaires. C'est magnifique. C'est à la fois magnifique et extrêmement angoissant. Donc trop de technologie tue la technologie, inévitablement. Il faut donc la ralentir pour permettre à l'industrie d'une société capitaliste, qui est la nôtre, de faire des bénéfices. Et oui, parce que le capitalisme est prêt à toutes les horreurs pour faire du bénéfice. Ce capitalisme oriente la science pour faire du bénéfice. Ce capitalisme crée des guerres pour piller et faire du bénéfice. Actuellement, la Syrie est en train de porter plainte contre les Américains, entre autres, et tous ceux, c'est-à-dire toute cette congrégation, parce qu'il n'y a pas que les Américains qui ont attaqué la Syrie, si vous voulez. Il y a toute une congrégation d'États, dont nous faisons partie, la France, qui se sont ligués contre la Syrie, comme d'autres se sont ligués contre la Libye, comme d'autres se sont ligués contre l'Irak, donc comme d'autres se ligueront contre l'Iran, pour piller ses ressources et faire de l'argent. Or, nous pouvons vivre sans ces ressources-là. Nous pouvons vivre. Nous l'avons prouvé. Je reviendrai sans doute dans un autre exercice avec des témoignages de scientifiques qui déclarent que l'énergie libre existe. Nous la connaissons depuis Tesla, nous savons guérir le cancer depuis Royal Reef depuis les années 30, nous avons toutes les solutions à nos problèmes. Mais le capitalisme refuse d'apporter ces solutions pour permettre un enrichissement, et qu'importe que des gens meurent, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce sont des clients avant tout. Ce ne sont pas des patients, ce sont des clients. Aujourd'hui, nous sommes en retard malgré les progrès phénoménaux que nous avons accomplis, mais les avons-nous accomplis seuls?
Je vous rappellerai une citation d'un des plus grands écrivains de science-fiction qui s'appelle Arthur C. Clarke et qui disait que s'il n'y avait pas eu les guerres de religion, l'humanité aurait fait un bond de plus de 450 ans en sciences. Arthur C. Clarke est également un scientifique. Donc on a 450 ans de retard à cause de l'obscurantisme religieux, mais qui va motiver l'obscurantisme religieux? Qui? Parce que les savants arabes étaient très 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 importants au Moyen-Âge, alors que nous, en Europe, oui, en France, on était des sauvages, encore des sauvages, des barbares en armure, au Moyen-Âge, à Bagdad, dans toutes ces villes, et même à Cordoue, ou même en Espagne, on avait des connaissances en mathématiques, en astronomie et en médecine qui dépassaient de bien loin les connaissances de ces croisés, de ces templiers qui prenaient les musulmans pour des hérétiques et pour des barbares. Or aujourd'hui, on essaye de faire des musulmans des sauvages, des barbares, mais parler effectivement avec les intellectuels, et il y en a peu malheureusement, parce qu'on ne les a pas laissés. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours ces pouvoirs, ces entités qui dirigent la majorité, qui décident qui doit savoir et ce qu'on doit savoir. Il est toujours plus simple de vivre avec des peuples ignorants, car plus facilement malléables. Regardez une foule en furie qui regarde le cyclisme, qui regarde un match de foot, un match de rugby. Il y a une telle puissance énergétique là-dedans. Mais ça veut dire que ces gens-là, c'était les mêmes qui regardaient des gladiateurs s'égorger. C'était les mêmes qui regardaient des gladiateurs assassiner des animaux. C'est la même chose. Or, cette énergie, c'est une énergie primale, primaire, simpliste, qui pourrait être développée d'une façon bien supérieure si elle était animée par un esprit éveillé, par un esprit bienveillant, par un esprit qui refuserait la violence pour accéder et permettre à l'âme d'aller plus haut, plus loin, et d'aller rejoindre justement ce qu'elle est en réalité. Alors, nous sommes en retard malgré les progrès phénoménaux que nous avons accomplis. Les avons-nous accomplis seuls? Je n'y crois pas un seul instant. C'est comme de croire que l'homme descend du singe, une théorie totalement aberrante qui a été utilisée pour donner un sens à l'humanité en travestissant notre véritable origine. En fait, on ne fait que retarder les choses. On ne fait que retarder la réalité parce que on va passer, avec Darwin, on va passer presque 100 ans à se battre intellectuellement. Si nous descendons du singe, non, nous ne descendons pas du singe. Jusqu'à parvenir aujourd'hui, avec nos biologistes, nous allons le voir, c'est un combat de dupes, en fait. C'est-à-dire que les gens se battent pour affirmer une vérité dont ils n'ont absolument aucune preuve. Mais ils s'en sont convaincus. Et comme l'homme est un être qui est facilement corruptible et qui laisse son ego dépasser de sa conscience en se disant « moi je sais mieux que toi », et puisque tu m'écoutes pas, je vais t'en coller une, et puis si ça continue comme ça, on va faire une guerre, et on va massacrer des millions d'individus, sous prétexte que j'ai raison et que toi, tu as tort. L'homme n'est pas fait pour cela. Alors, l'homme descend du singe, et la race des singes existe toujours. Nous pouvons le constater, enfin pour combien de temps? Mais les singes, évidemment, en voyant l'homme, ont décidé de rester singes. Ils étaient mieux en tant que singes. Ils se sont dit... moi, homme, jamais, je préfère être singe. Alors pourquoi un singe a-t-il décidé de devenir homme? Si vous voulez croire à cette légende, vous pouvez. Personne ne vous en empêche. Donc, qui peut encore croire à de telles fadaises? Si l'homme descend du singe, le singe descend de l'arbre, donc l'homme descend de l'arbre. Heureusement que la biologie est là pour nous ramener à la réalité. Mais s'il n'existe que 1% de différence dans notre ADN
en fait, il y aurait 20 milliards de paires de brins d'ADN dans notre ADN, dans l'ADN humain. Et 1% représenterait inévitablement 20 millions de paires de brins d'ADN. Alors, si l'on mesure 1% tiré de 100%, c'est assez ridicule par principe. Mais lorsque l'on analyse en détail ce 1% de séparation entre l'homme et le singe, est une énorme différence entre le singe et l'homme qui prouve que l'origine de l'homme ne peut en aucun cas venir du singe. Pourtant, depuis Darwin, c'est exactement ce que l'on tente de nous faire croire. Et depuis Jésus, on nous parle de créationnisme, de la création d'un Dieu qui serait maître de toutes choses vivantes. Le problème est que nous n'avons pas la moindre base de discussion en dehors de la volonté de chacun. On n'a rien. C'est comme ceux qui croient que la Terre est plate, et d'autres qui disent que la Terre est ronde. Or, nous n'avons aucune preuve, si ce n'est un développement intellectuel, que la Terre est plate. Or, nous n'avons pas été, en dehors des photos que les autres disent truquées, enfin bref, c'est tout un débat, mais qui ne mène à rien. Alors, la Terre est plate, la Terre est ronde, oui, et alors? Qu'est-ce que ça change? Quand tu vas au bout de la Terre, tu tombes, ou quand tu vas au bout de la Terre, tu tournes. Qu'est-ce que ça change? Dites-moi, est-ce que ça vaut la peine de faire des débats, de faire des chapelles? Oui, ça vaut la peine, parce que plus on divise les humains, moins ils sont concentrés sur l'essentiel. En attendant, Big Pharma et nos États assassinent allègrement, à l'aide de nos députés qui ont voté en faveur de cela, assassinent allègrement nos enfants à travers la vaccination. Mais les terreplatistes se battent avec les terre-rondistes. C'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez à gagner là-dedans? Dites-moi. Rien. Pourquoi ne pas se battre pour l'essentiel? Pourquoi ne pas se battre pour un monde meilleur au lieu de se battre pour un monde rond ou plat? Quel intérêt? Quel est l'intérêt? Alors, les terreplatistes vont gagner. Ok, c'est admis. La Terre est plate. Oui, et alors? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change qu'on n'aura plus Macron? Non. Non. Est-ce que ça change qu'il n'y aura plus de guerre au Moyen-Orient? Non. Ça change rien. Donc tout ça, ça a été mis en place par des manipulateurs pour contrôler l'humanité et pour mettre des petites bulles comme ça d'opposition des uns contre les autres, alors qu'en fait, tout ce qui compte, c'est l'unification de l'humanité. Or, une fois que cette humanité sera réunie, elle pourra grandir en sagesse. Mais tant qu'elle sera divisée, regardez ce qui se passe en France actuellement, avec les musulmans, ils essayent de nous monter les uns contre les autres. Bien sûr qu'il y a des mauvais musulmans, bien sûr il y en a, mais il y a de très mauvais chrétiens. De la même façon, il y a de très mauvais juifs, et il y a de très bons juifs. Il faut arrêter. Qu'est-ce que c'est que ces discours? On ne pourra pas y arriver. Qui a armé Daesh? On le sait aujourd'hui. Les Occidentaux. C'est pas les musulmans. Pendant des centaines d'années, ils ont vécu ensemble. Ils ont vécu ensemble avec les juifs et les chrétiens. Qui met dans la main des fous, de ces fous, qui sont incultes, qui connaissent même pas le Coran, qui connaissent rien, qui répètent bêtement ce qu'on leur dit? Qui a mis des armes dans la main des fous? Qui a mis un couteau dans la main des fous, des bombes dans la main des fous? Ce sont des fous, rien d'autre, des fous qui sont facilement manipulables. C'est cela, l'objectif, manipuler. On ne peut même pas discuter avec eux tellement ils sont endoctrinés. Or, notre objectif, à nous, les personnes bienveillantes, c'est de permettre à chacun de réfléchir par lui-même et de s'éveiller à lui-même, pas de s'éveiller à l'autre, de s'éveiller à lui-même. Nous sommes des entités extraordinaires et notre objectif est d'inonder d'amour tous ceux qui nous entourent, si tant est que cela soit possible. Les chrétiens ont un principe de créationnisme.
Les Hébreux et les musulmans également, chacun d'eux a une référence livresque. Mais personne n'a jamais rencontré Dieu, ni été témoin de ce dont il parle. Il n'existe pas la moindre preuve scientifique de ce que chaque religion avance. Donc, chacun impose sa vérité comme universelle, comme chacun imposait le darwinisme comme une vérité scientifique absolue, alors que ce n'est qu'une simple théorie qui ne tient pas debout, en tous les cas scientifiquement. Nous entrons dans l'ère de la dialectique, et celui qui s'impose sera le plus violent. Celui qui imposera par la force sa volonté et sa croyance, mais est-ce seulement la vérité ? Nous n'avons pas de véritable explication, juste des affirmations que nous devrions prendre pour argent comptant, comme on validerait une science. Mais il n'y a aucune science dans le fait de répéter des principes religieux, il n'y a que la foi et la croyance. Souvenez-vous quand même que les premiers qui ont exterminé les Indiens, en dehors des Vikings, mais ils n'ont pas fait de génocide, que ceux qui ont exterminé les Indiens sont les Espagnols. Les Espagnols, les Portugais, qui ont découvert le Nouveau Monde et qui ont pratiqué des horreurs sur les Indiens. Il y a eu la conférence de Valladolid au XVIIe siècle où il était... Attendez, c'est le XVIIe ou le XVIe ? Il faut que je vérifie. La conférence de Valladolid qui a décidé si les Indiens avaient une âme ou pas. Et qui sont ces chrétiens ou ces crétins qui sont capables de décider si un homme qui est différent d'eux a une âme ou pas? Qui peut le dire? Et la conférence de Valladolid va être une conférence avec des grands esprits de l'Église qui vont devoir prendre une décision et qui vont décider qu'une fois que les Indiens auront été baptisés, eh bien, le baptême leur apportera une âme. Quelle intelligence, quelle brillance d'esprit. Alors on reproche à certaines religions d'être archaïques, mais si ça, c'est pas de l'archaïsme, c'est aussi archaïque que les autres. Tous les dogmes sont archaïques, quels qu'ils soient. Et nous nous en rendons compte. On a vu les horreurs qu'ont réalisées les Templiers au Moyen-Orient, à Jérusalem, contre les Arabes, contre les musulmans. On a vu ces horreurs, on les a vues. Aujourd'hui, c'est inversé. C'est inversé, bien sûr. Ce qui prouve que ce n'est pas une question de religion qui occupe les hommes, c'est une question de haine, de profit, de désir inassouvi, de frustration, de colère. Mais ça n'a rien de spirituel, rien. Je vais me remettre un petit peu d'eau, si vous me le permettez. À cela s'ajoutent les mystères de l'histoire, les ruines laissées par des civilisations perdues. Et à ce jour, nous ne savons toujours pas comment les pyramides ont été construites. On nous a bercé de l'illusion qu'il s'agissait d'esclaves qui travaillaient comme des forçats, mais des documents ont prouvé que les travailleurs étaient en fait des ouvriers qui percevaient un salaire en bière et en céréales. Évidemment, la version romancée des esclaves opprimés permet de s'inventer une légende et une souffrance pour justifier des actes et des actions dans le monde moderne. C'est ainsi que l'on fabrique l'histoire, une histoire qui n'a pas le moindre sens, mais que nous devons accepter car il n'en existe pas d'autre. Et pourquoi n'en existe-t-il pas d'autres? Où sont ces autres histoires? On n'explique pas les ruines de ces grandes civilisations oubliées, leur rôle dans la société et comment elles ont été construites. Étrangement, toutes les méthodes d'architecture, les moyens de construction, les rites, tout a disparu. Nous n'avons rien d'autre que notre imagination ou les souvenirs inscrits dans notre mémoire archétypale pour le comprendre. Que sait-on des Incas, des Mayas, des villes et de leurs pyramides, de Machu Picchu du XVe siècle? Est-ce que c'est vraiment du XVe siècle? Est-ce que c'est pas beaucoup plus ancien? Nous n'en savons rien. Nous savons que l'archéologie a triché sur de nombreuses dates. Donc Machu Picchu, perché dans les hautes montagnes du Pérou. Que savons-nous des murs de Cusco, construits par les dieux,
Alors, vous avez déjà vu les murs de Cusco, qui sont des pierres qui sont taillées de telle manière qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres. Vous ne pouvez même pas glisser une épingle, même pas une feuille de papier à cigarette entre les jointures. Personne ne sait comment et avec quels outils ils ont réalisé ces murs. Et quand les Espagnols ont posé des questions sur qui a réalisé ces murs, eh bien, les locaux ont répondu, ce sont les dieux. Les dieux. Que savons-nous de la Chine? Rien, ou si peu. Car déjà, certains empereurs chinois effaçaient toutes les traces historiques des précédentes civilisations pour exister plus qu'elles, pour que leur nom soit le seul que garde l'histoire en souvenir. Comme un lion prenant le pouvoir sur une troupe de femelles, celui-ci assassinera toute la portée du chef précédent pour ne laisser que sa trace à lui, dans la filiation qu'il organisera avec ses femelles. Sur l'île de Pâques, par exemple, qu'est-ce qu'on sait sur ces tikis? Qu'est-ce que nous savons? Nous n'avons vu pendant des années que le sommet des têtes. Mais des archéologues, depuis une dizaine d'années, ont commencé à creuser et se sont aperçus qu'en fait ces tikis étaient complets. Ils étaient en entier. Et que, gravés dans leur dos, il y a des inscriptions incompréhensibles dans une langue absolument inconnue, avec des symboles de l'espace absolument incroyables, étonnants, et nous ne savons rien. Alors, les prêtres colonisateurs, ces gentils prêtres chrétiens, comme d'autres, attention, il n'y a pas que les chrétiens qui ont brûlé la culture, souvenez-vous que la bibliothèque d'Alexandrie a quand même été brûlée 2 fois. À chaque fois qu'on a eu des lieux de culture, on a eu des destructions de culture et des savoirs. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que nous sachions. Alors les prêtres colonisateurs ont brûlé absolument tous les manuscrits et effacé toutes les traces archéologiques qui expliquaient les rituels et les rapports entre ces hommes et l'univers, leur rapport avec les Indiens d'Amérique du Sud ou d'ailleurs. Où sont les liens qui relient l'Égypte aux Mayas? Alors l'Égypte, Méditerranée, c'est partie de l'Afrique, du Nord bien sûr, à côté d'Israël, enfin bref. La Turquie également. Où sont les liens qui relient l'Égypte aux Mayas? Les Mayas, c'est l'Amérique du Sud. Et pourtant, ils existent. Comment expliquer que les sculptures toltèques représentent des visages d'hommes noirs avant même la découverte de l'Amérique? Comment expliquer que dans les cheveux d'une momie, on ait découvert des traces de tabac uniquement cultivées en Amérique, à l'époque? Thor Heyerdahl prouva avec son bateau en papyrus, le Ra 2, Ra, le dieu Ra, qu'il pouvait rejoindre l'Amérique du Sud à partir du Maroc dès 1969. Comment se fait-il que nous n'ayons pas la moindre trace, la moindre explication historique, si ce n'est que ces traces ont été effacées avec minutie pour inventer une autre histoire? Alors pourquoi inventer une autre histoire en faisant disparaître avec acharnement la véritable histoire de la civilisation humaine? Qu'y a-t-il de si dangereux à cacher? Le berceau de notre civilisation se trouve actuellement dans un terrain de guerre. De l'Irak en passant par la Syrie et la Libye, Palmyre par exemple a été détruite plus que pillée. En Afghanistan, les 3 grands Bouddhas de Bamayan, à plus de 200 km de Kaboul, ont été explosés à la dynamite par les talibans en 2001. À l'époque, qui aidait les talibans contre les Russes? Les Américains. Les mêmes Américains à Bagdad et à Babylone que Saddam reconstruisait ont détruit les sites et les artefacts. Ils n'ont même pas fait de marché noir. Ils ont juste détruit ces villes que Saddam voulait reconstituer Babylone et la tour de Babel, parce que de vieilles légendes racontaient que lorsque l'on reconstruira la tour de Babel, il se passera un bouleversement dans le monde entier. Les Américains ont pris peur, ils ont tout détruit. Pourquoi? Si vous avez des explications, vous les mettrez en commentaire, elles seront bienvenues. La seule culture de l'Amérique, en dehors de... Oula. Oui, au revoir. C'est Louloute qui doit raccrocher.
La seule culture de l'Amérique en dehors de l'Ouest, du Far West, est la finance. Un pays sans histoire et sans morale, qui efface son histoire par le génocide amérindien, qui continue jusqu'en Amérique latine, où les coups d'État et la culture OGM sont des prétextes à l'extermination des peuples premiers, aux connaissances abouties car reliées à la source. En France, Macron assassine les gilets jaunes en jurant le contraire. Ah non, c'est pas moi, c'est les gilets jaunes qui sont violents. Mais il s'acharne en douce en donnant des ordres à sa police de pratiquer des tirs tendus sur des pacifistes et de protéger les Black Blocs, cette armée des ombres au service du pouvoir, pour aider à dénigrer les résistants pacifiques et pacifistes. Bon, c'est fini là. La police a ordre de ne respecter aucune règle, car l'État souverain la protège. À l'Assemblée nationale, une question a été posée par Hugo Bernard Lissis, député de la France insoumise du Nord, intervenant sur la manifestation des Gilets jaunes du samedi 16 novembre dans la capitale. Vous vous souvenez pourquoi? Mais parce que le préfet de police avait autorisé la manifestation. Et puis ensuite, quand les Gilets jaunes sont arrivés, eh bien, il a interdit la manifestation. Il a tout nassé et il les a bombardés. Ah, ça, c'est vraiment un bel exemple de démocratie. Mais la démocratie n'est pas ce que vous croyez non plus. Donc, ce député de la France insoumise a affirmé que le préfet de police de Paris, Didier Lallement, portait le surnom de préfet qui fait flipper les flics, entre guillemets, toujours entre guillemets, c'est à dessein que vous l'avez nommé, car il y a une adéquation entre votre doctrine de maintien de l'ordre et la réputation de ce préfet, entre l'éborgné et le fou furieux. A lancé le député de la France insoumise en estimant que le préfet avait quitté le camp de la République et demandant à ce qu'il soit démis de ses fonctions. Le même préfet qui avait autorisé la manifestation, comme je vous l'ai expliqué. Alors, les Gilets jaunes deviennent aujourd'hui, par la force des choses, les Indiens français, des résistants face à l'oppression d'une société monstrueuse qui s'affirme dans le crime et la haine depuis tout temps. La démocratie est justement un outil d'oppression, surtout si elle est représentative. Car les politiques soi-disant nommés par un peuple confiant, pour que ses représentants les trahissent et les exécutent, évidemment, c'est loi. Mais ils les exécutent aussi, ces gilets jaunes. C'est l'ordre inversé qui ne va que dans un sens, celui de ceux qui dirigent la preuve. Le Premier ministre a répondu à ce député: tel ou tel parlementaire peut parfaitement critiquer l'action du gouvernement. On peut critiquer, on a le droit, pour l'instant. Mais si vous avez à mettre en cause l'action d'un fonctionnaire, parce que l'action d'un fonctionnaire, c'est l'État. Et l'État, on ne touche pas. Alors adressez-vous au ministre de l'Intérieur ou au Premier ministre, a encore lancé Édouard Philippe à l'Assemblée. Ce qui veut dire, tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu fermes ta gueule. Voilà ce que ça veut dire. En bon français. En bon François, de chez nous. Le discours est donc contingenté, ordonné selon un ordre établi pour que justement il ne puisse aboutir. Il y a des règles faites par les mêmes oppresseurs des peuples pour continuer à les oppresser. Le droit et la justice n'existent pas. Il n'y a que des lois pour protéger le pouvoir, jamais le peuple. Et nous le voyons actuellement en Bolivie. Un coup d'État organisé par les Américains, et on avait juste avant un président qui était le président des pauvres, le président des Indiens, le président de la défense des droits nationaux et humains. Et qu'est-ce qu'on fait? On met en place une espèce de folle d'extrême droite, parce que c'est le cas, qui extermine les Indiens. Là, il y a déjà eu plusieurs morts. Évidemment, on ne va certainement pas défendre les pauvres, et encore moins les Indiens qui sont en relation avec ce qui nous a créés. J'ai mes chiens qui s'énervent en dessous. À présent, nul ne peut imaginer que le président soit ou est le dirigeant d'une nation, de notre nation. C'est un bonimenteur soumis à une autorité supérieure et tout le monde finit par s'en rendre compte, sauf les vaccinés rendus imbéciles par les injections de mercure et d'aluminium qui détruisent les connexions du cerveau, aidés par le fluor,
qui renforce le pouvoir destructeur de l'aluminium dans l'organisme. Et ne croyez pas un seul instant que s'il n'y a plus d'aluminium dans un vaccin, il n'est pas toxique. Ne croyez pas un seul instant que lorsqu'ils vous disent qu'il n'y a plus de mercure, il n'y en a pas. Il y en a toujours. Sauf que comme ils ont changé la dénomination du mercure et sa direction, eh bien, ils ne sont plus obligés de le dire. Mais il est là. Et vous devez savoir que le mercure n'a absolument pas sa place, biologiquement, dans le corps humain et encore moins dans le cerveau, parce qu'il va se loger dans le cerveau, et une fois logé dans le cerveau, il est très très difficile de l'en déloger. C'est la fête en bas. Comme je le notais précédemment, les Américains sont un peuple sans histoire, sans passé. La plupart sont incultes et ne connaissent pas plus la géographie que l'histoire du monde. Des films comme Le Patriote, que vous avez vu avec Mel Gibson, qui est un très beau film, c'est indiscutable, racontent un aspect tronqué de leur propre histoire, et pourtant, c'est un film, une histoire à laquelle ils croient, car ils sont de plus en plus incapables de lire et d'écrire. La preuve, les questions des examens de médecine sont à choix multiples, et il suffit de cocher des cases. Sont-ils juste bons à cocher des cases à cocher des cases À cocher des cases? Bien sûr que non. Il existe une élite intellectuelle cultivée qui sait et qui peut réfléchir. Celle-ci a la possibilité de suivre un cursus dans les meilleures universités et surtout, les plus coûteuses, donc réservées à l'élite, pour prendre la suite de leurs parents génocidaires et devenir génocidaires eux-mêmes. Alors, comme ils n'ont pas d'histoire, autant détruire celle des autres, et surtout celle du Moyen-Orient, à tendance musulmane, dont déjà ils ont affaire à des monstres, entre guillemets. Déjà ils ont affaire à des monstres, autant leur retirer également leur histoire antique pour en faire des animaux sanguinaires, ce qu'ils ne sont pas. Depuis quand les Afghans sont-ils des talibans criminels? Depuis quand les Arabes pratiquent-ils des génocides? Ce sont les Occidentaux qui ont le vice et les ressources pour pratiquer ces monstruosités humaines, et qui mettent dans la main de démons ces armes de destruction massive, et qui contraignent l'esprit de leur nation en leur faisant avaler des couleuvres pour justifier les crimes et les destructions. Comme les armes de destruction massive en Irak, qui n'ont jamais existé, et pour cause, l'armement irakien était américain. Allemand sans doute, et aussi français. Aujourd'hui, nous avons connaissance de ces grands sites historiques, mais dans 2 générations. Tout le monde aura même oublié leur existence, car tout est fait pour les détruire, à la fois physiquement, mais également culturellement. Souvenons-nous le discours de Macron lorsqu'il disait de la France « un pays sans histoire, sans culture ». Facile à dire pour le destructeur des savoirs, facile à dire. Le temple d'Angkor se trouve en zone de guerre. Et combien de pyramides et de cités dissimulées dans la jungle sont-elles enfouies sous l'enfer vert? Combien d'autres pyramides dans le monde entier, jusqu'en Antarctique, où une équipe de télévision a disparu après avoir découvert quelque chose à la fois de mystérieux, mais d'effrayant, pourtant sous le contrôle de la Navy. Toute une équipe de télévision qui avait fait un reportage sur une des pyramides de l'Antarctique, eh bien, a appelé d'urgence au secours la Navy, qui est venue les héliporter, et ils ont tous disparu, ainsi que leur matériel. Je ne sais pas pourquoi. Encore une connaissance que l'on cherche à dissimuler. Force est de constater que ceux qui contrôlent notre société compartimentent et refusent à toute personne indépendante qui ne satisfait pas aux dogmes établis de proposer une nouvelle version des savoirs, comme si la connaissance avait un caractère institutionnel, du moins c'est ce qu'elle souhaite afin de protéger justement le savoir, alors qu'il est toujours sujet à caution tant qu'il n'est pas remis en question par une nouvelle découverte. C'est pourquoi il est souvent plus commode de réfuter certaines découvertes ou tout simplement de s'acharner à masquer leur existence pour ne pas avoir à accepter son erreur. Et c'est exactement ce qu'a fait le Smithsonian Museum pendant de très très nombreuses années aux États-Unis, où ils ont collecté une quantité d'artefacts qu'ils ont dissimulés ou détruits. Et l'exemple, par exemple, oui, souvenez-vous de Indiana Jones et l'Arche perdue, eh bien à la fin, vous voyez bien que l'arche est entreposée
dans un hangar immense où il y a des caisses comme celle de l'Arche. Donc tout ça, ce sont des secrets historiques qui sont dissimulés. D'ailleurs, faut-il être archéologue pour parler d'archéologie? Mais les archéologues se prennent aussi pour des linguistes qu'ils ne sont pas. Comment peuvent-ils exercer leur travail et développer leurs recherches si eux-mêmes font abstraction de la linguistique? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que dans un livre que j'avais écrit, peut-être que je le sortirai là bientôt, je ne sais pas encore si j'ai le temps, j'avais prouvé que de grands linguistes allemands avaient démontré que les archéologues n'avaient pas les compétences, c'était dans les années 60, j'espère que ça a changé, n'avaient pas les compétences pour comprendre des textes anciens parce qu'ils n'avaient pas fait de la linguistique. Par exemple, pour traduire des tablettes sumériennes. Souvenez-vous, par exemple, de ce film Stargate, où Daniel, donc l'égyptologue génial, est capable de reprendre une traduction qui a été mal faite. Et en reprenant cette traduction, eh bien, le message est complètement différent. C'est tout le problème. Donc, on préfère avoir des archéologues en mauvais linguistes que de bons archéologues en bons linguistes. Parce qu'on ne veut pas savoir. On fait semblant de vouloir savoir. Parce que justement, on donne des moyens aux archéologues pour qu'ils ne soient pas capables d'aller jusqu'au bout des secrets qui restent à moitié découverts comme des mystères insolubles à cause de leur formation incomplète, mais nécessaire à la propagation d'un certain type de savoir, un savoir autorisé. Il est important de prendre conscience du fonctionnement du type de société dans lequel nous vivons. Nous vivons dans une société à la pensée unique, où tout est fait pour entretenir cette volonté d'aller dans une direction sans regarder sur les côtés et encore moins derrière soi. Il est d'ailleurs entendu que le passé est rétrograde. Mais il a été imposé rétrograde par une élite, cette même élite qui décide des programmes scolaires et quoi enseigner aux générations présentes et à venir, sans tenir compte un seul instant des déclarations d'Einstein sur le temps, qui n'est pas un continuum permanent partant de A jusqu'à Z, mais un continuum universel pouvant aller de l'avant en arrière à volonté, comme si nous étions derrière un écran, à voir le temps défiler devant nous dans le sens de notre choix. Nous pourrions être les témoins de notre destin si nous nous en donnions les moyens, alors que nous sommes victimes de ce destin auquel nous assistons malgré nous. Or, la logique voudrait que l'ouverture d'esprit et celle de la pensée soient de rigueur pour comprendre le sujet qui nous occupe à présent. On ne peut comprendre un sujet que dans son universalité. On ne peut comprendre un secret qu'en voyageant dans le temps et en s'ouvrant à des modes de pensée, des cultures et des savoirs désormais universels ou qui ne le seront jamais, faute de développement en refusant la classification scientifique qui ferme le champ des possibles. Le professeur Hermann Oberth, considéré comme l'un des pères fondateurs du vol spatial, déclara, je le cite, « Je crois possible que des êtres inconnus ou étrangers, doués d'une intelligence supérieure, aient visité notre planète dans un passé fort lointain. Les hommes de science opposent trop souvent une attitude négative aux idées nouvelles lorsque le chemin de fer fut inventé, n'ont-ils pas prétendu que l'être humain ne pourrait pas supporter une vitesse de plus de 30 km/h. Ah oui, à une certaine époque, les scientifiques disaient n'importe quoi. Alors, si les scientifiques disaient n'importe quoi à une certaine époque, est-ce qu'aujourd'hui, ils auraient toujours raison? Je vous pose la question. Culturellement, nous refusons d'emblée ce type de propos, pire, lorsqu'ils sont proférés par une sommité scientifique. Cela a de quoi embarrasser une majorité d'entre nous, et c'est justement cette classification scientifique qui satisfait les serviteurs d'Ahriman. Il est important d'identifier ce personnage à partir de la pensée ésotérique de Rudolf Steiner. Alors, l'exemple est très bien choisi. Pourquoi? Eh bien parce que les laboratoires choisissent toujours, systématiquement, des cautions scientifiques, des scientifiques qui ont reçu une petite médaille, une grosse médaille, une grosse victoire de l'ego, qui sont réputés, ils les choisissent systématiquement pour défendre leurs intérêts. Mais d'autres scientifiques
qui disent l'inverse, mais qui n'ont pas reçu une grosse médaille, ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés, même si les preuves scientifiques sont formelles. Et là, nous allons passer dans un autre registre qui est extrêmement intéressant. Et tout ça, ça va vous faire poser des questions, c'est tout ce qui compte. Je ne vous demande pas de me croire, c'est pas ça que je vous demande. Je suis en train de faire un exposé pour essayer de vous faire comprendre à quel point nous sommes contrôlés et manipulés. Le monde est disputé entre deux forces qui s'opposent avec fermeté depuis la nuit des temps. Ça date pas d'hier. L'une d'entre elles est luciférienne. L'autre est représentée par le dieu persan Ahriman, sorte de démon malfaisant s'opposant au diable en servant des buts pervers sur la pensée humaine qui s'efforce de s'élever sur le modèle luciférien pour s'améliorer. La publicité, c'est terrible. Ça aussi, c'est luciférien. Comme Lucifer était un ange qui voulut défier Dieu et qui devint le diable, Ahriman est un démon qui veut défier son maître en étant encore plus malveillant que celui-ci. Ainsi, les objectifs d'Ahriman, d'après Rudolf Steiner, et de ses serviteurs, d'Ahriman, que l'on retrouvera dès que la société des hommes aura chassé les dieux. Donc, qui c'est qui veut détruire la religion aujourd'hui? Les loges maçonniques, qui ont une religion à eux, à elles, et qui veulent l'imposer à la place des autres. Alors, on détruit la chrétienté, le christianisme, on est en train de détruire l'islam, on fait passer l'islam pour le diable absolu, on est en train de détruire également les Hébreux, on veut tout détruire, tous ceux qui sont croyants on veut les détruire. Pourquoi faire? Pour créer le nouvel ordre mondial avec une nouvelle religion. Franchement, je ne vois pas ce qu'une nouvelle religion qui effacerait les religions, ce qui est quasiment impossible d'ailleurs, qui effacerait les précédentes religions, aurait de plus et serait meilleure. Mais ils le veulent, c'est leur objectif. Donc ça, c'est un objectif qui est ahrimanien, donc parfaitement diabolique. Et pour ce faire, que font-ils? Ils entretiennent la superstition scientifique, au détriment de la pensée anthroposophique, celle qui vise à développer le libre arbitre et la volonté commune. Diviser les humains en factions nationalistes, c'est ce qui se passe aujourd'hui, idéologiques pour empêcher à tout prix de développer l'homme universel. Et oui, vous avez les extrémistes de droite, vous avez les extrémistes de gauche, vous avez les extrémistes chrétiens, vous avez les extrémistes juifs, vous avez les extrémistes musulmans, vous avez des extrémistes ci, vous avez des extrémistes ça. Eh bien, quand il y a des extrémistes, quels qu'ils soient, eh bien, qu'est-ce qu'ils se racontent quand ils se rencontrent? Des histoires d'extrémisme ou de coups de batte de baseball en travers de la gueule. Voilà. C'est la seule chose qu'ils veulent, c'est des conflits. Or, si tous ces extrémistes mettaient de côté leur extrémisme et pensaient à ce qu'ils sont réellement, ils sont sans doute des papas ou des mamans aimantes, ils ont sans doute des enfants qu'ils protègent de leur vie, ils sont exactement pareils que leurs voisins qu'ils détestent. Si on remettait carte sur table, et si on pensait à quelque chose de plus universel, sans penser à ces extrémismes, eh bien, l'homme pourrait grandir en sagesse. Mais non, on ne veut pas. Et les ahrimaniens ne veulent pas que ça se passe. Ils veulent imposer le pouvoir absolu de l'économie au niveau mondial en instaurant une législation lourde, difficile à contrôler, afin d'empêcher toute forme de développement économique indépendant. L'homme n'appartient plus à l'humanité, mais à la société. Et quand il se met en dehors de la société, il est assassiné. Parce que on ne doit pas avoir un exemple de réussite en dehors de la société. Comprendre le système religieux uniquement d'après la Torah, les évangiles, le Coran, au lieu de créer le dialogue et la réflexion intuitive entre les hommes. Détruire l'esprit et la pensée du plus grand nombre par l'alimentation, l'eau du robinet, les médicaments, la libre circulation de l'alcool, le tabac, la drogue, la propriété. Au lieu de laisser son esprit se développer, découvrir et produire des créations spirituelles musicales, peintes,
littéraire en dehors des sentiers tracés commerciaux. C'est ce qu'ont fait Vivaldi, Mozart, Beethoven, Pergolèse. Au lieu de favoriser l'émergence du beau et de la perfection pour faire des humains des rats dans des égouts au service d'un groupe de rats corrompus. Tricher sur la destination intellectuelle et fabriquer de faux savants par les universités au détriment de la connaissance de soi et celle des hommes. Pratiquer la sophistique et la science pour déchiffrer le réel. Expliquer le monde par des chiffres, par des statistiques, par des rapports et des commissions. Développer des partis politiques plus abscons les uns que les autres en refusant le rôle de l'expérience pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. On nous dénie, à nous, notre capacité d'analyse pour la laisser à des énarques crétins. Je suis désolé de le dire. J'avais un prof d'anglais qui enseignait à l'ENA et qui m'avait demandé d'intervenir. Il me disait, écoutez, mes élèves sont vraiment des cons. Il faut leur apporter un autre niveau de conscience. Il était désespéré. Et c'est pas le seul qui le dit. En clair, laissez le soin à d'autres de nous expliquer ce que l'on voit et prendre leurs fausses vérités pour des vraies. C'est-à-dire qu'ils nous feront prendre nos vessies pour des lanternes, et encore, il faudrait les remercier pour cela. L'objectif avoué d'Ahriman est de rendre, entre guillemets, citation de Steiner, l'homme aride, prosaïque, philistin, entraîner les hommes aux superstitions matérialistes. Et pour que son incarnation remporte un succès maximum, Ahriman a le plus intérêt à ce que les hommes se perfectionnent dans la science. Eh oui, vous savez bien, vous qui me connaissez et qui me suivez, je parle de vaccination, mais attention, je ne suis pas un scientifique, je n'ai jamais prétendu l'être. Mais je n'ai pas le droit, pour ces Ahrimaniens, d'oser parler de science. Parce que eux, ils ont la science infuse. Mais moi, je n'ai pas la qualité pour en parler. C'est pour cela que je fais parler la science. Mais ils ne le supportent pas. Ils ne supportent pas que la science parle à travers mes mots et qu'ils sont incapables de donner des preuves du contraire. Ce qui prouve que ce sont non seulement des Ahrimaniens, mais des criminels de l'humanité. Et ça, je le dis pour tous les trolls, et pour toutes les personnes malveillantes, pour tous ces journalistes corrompus de la télévision, pour tous ces médecins qui travaillent main dans la main avec Big Pharma, parce que Big Pharma leur fait des chèques. Ils ont vendu leur âme au diable. La science, qui est le rempart derrière lequel se cachent les esprits mal intentionnés, pour justifier leurs mauvaises actions et surtout empêcher le développement, c'est mal intentionné, le développement des idées nouvelles, remettant en question la science elle-même, qui repose sur une branche branlante, tout comme l'histoire qu'il nous impose. Je vous rappelle cette citation de Bonaparte. L'histoire, Louis-Napoléon, pas Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, le petit homme, mais l'empereur, le premier, on va dire. L'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Napoléon Bonaparte. Buonaparte. Voilà, j'en ai fini pour cette capsule. Je ne vais pas en rajouter davantage. J'espère que cela vous fera réfléchir un tant soit peu sur la réalité historique et sur la réalité de ce monde qui est importante, car plus vous serez à vous éveiller, moins cet empire diabolique ahrimanien pourra vous écraser. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Salut!